On dit que l'UFC est l'élite de l'élite en termes de combattants d'arts martiaux. Et c'est sans doute encore plus vrai aujourd'hui qu'ils ont monopolisé la MMA au point que bon nombre de personnes amateurs emploient les acronymes de manière interchangeable. L'effondrement de Pride et le rachat progressif ou instantané de plus petites compétitions comme Strikeforce et WEC leur a permis de dépasser leurs compétiteurs et leur a fourni bon nombre de champions. José Aldo, Rockhold, Daniel Cormier, Dominique Cruz, les frères Diaz, trop d'exemples pour compter. Toutefois, il n'empêche qu'aujourd'hui, dans l'âge d'or de la MMA, l'UFC étant de loin l'organisation sportive qui a grandi le plus ces dernières décennies, la MMA le sport qui grandit le plus vite, d'autres organisations, sports, plateformes prennent leur essor et trouvent assez de place pour être profitables. En termes de championnat, il suffit de regarder l'émergence de ONE dans les pays asiatiques, l'émergence de PFL à l'intérieur du bloc Ouest. On peut dire que l'UFC a sous contrat les meilleurs combattants de la planète, mais après l'avoir clamé haut et fort, ivre et euphorique parce qu'on vient de voir un chaos spectaculaire, on en est peut-être moins certain le lendemain. Et si la concurrence n'est pas encore assez forte pour vous convaincre, il se peut que d'ici quelques années, elle vous fasse réellement douter. Glasgow. Another left hand landed from McGrillen. McGrillen attacking with his left. Swinging away both of these fighters. It clearly dropped a few times. Récemment, on constate par exemple l'émergence non seulement de d'autres organisations, mais de d'autres organisations qui proposent des twists sur le format traditionnel, des organisations dans des sports légèrement différents. En boxe, une scène influenceurs, célébrités, youtubeurs s'est développée. Certains s'y sont mis sérieusement au point d'oublier leur première profession. Si tout le monde veut s'accaparer la gloire de faire du jamais vu, je me rappelle déjà de Howard Stern avec Crazy Cabby et John, par exemple, qui l'avaient déjà fait. Mais on peut certainement dire que des gens comme Logan Paul, KSI et Jake Paul ont revitalisé le mouvement boxe célébrité, ont initié un mouvement au niveau de leur génération, la génération YouTube. Tout le monde dit que Jake est bête, mais il a démontré un minimum d'intelligence. Des combattants comme Jiri Prochazka se sont inspirés du traité des 5 roues, mais moi-même, j'ai toujours largement préféré l'art de la guerre de Sun Tzu. Et il est intéressant d'analyser les manœuvres de Jake Paul selon les principes évoqués. Je doute que quand il choisit un adversaire d'un poids généralement plus léger et les fait monter d'une division, il se dit qu'il contrôle le terrain de la bataille. Je doute qu'en se battant le plus rapidement possible après avoir choisi son adversaire, il le conscientise comme un blitz militaire, même s'il est fin prêt, ressource et mesures prises pour prendre l'avantage par la surprise. Mais s'il sait formuler ses principes sous d'autres mots ou de manière inconsciente, ça n'est pas moins stratégique. Même dans la boxe professionnelle, en parallèle et ou en intersection avec le développement de la scène influenceur, on a vu la boxe accueillir des combattants MMA le temps d'un ou plusieurs matchs, avec plus ou moins de succès. Je suppose qu'on pourrait argumenter le fait que Conor était vraiment à l'origine de tout ça, son match avec Floyd qui a mis en marche la dynamique, qui a enflammé les esprits financièrement et narcissiquement focalisés comme Logan Paul. On a même aujourd'hui de la boxe sans les gants pour vraiment se rapprocher d'un combat de rue. BKFC organise ces combats-là. Mike Perry en est un peu devenu le symbole, combattant un peu fou qui domine l'organisation depuis pas mal de temps. On y voit aussi des anciens de la MMA, comme Eddie Alvarez et autres. En karaté, l'organisation Karaté Combat fait de belles et nouvelles choses. Déjà, ils ont aligné une bonne lignée de commentateurs avec de gros noms comme ceux de Georges Saint-Pierre et Bas Rutten, ce qui force d'emblée le respect de tout fan de MMA. Et ils accueillent des compétiteurs comme Raymond Daniels, ce qui force le respect de tout fan de kickboxing, en plus des légendes comme Rockhold, Yotto, Pettis, pour vraiment attirer l'attention sur les matchs. Et c'est gratuit sur YouTube, donc ils essayent vraiment de moderniser leur événement au maximum, ce qui est très cool. On peut le voir aussi au niveau du type de terrain, un puits en quelque sorte avec des murs en diagonale qui favorise l'action et qui est une très bonne alternative, voire une amélioration de la cage MMA ou du ring de boxe. En jiu-jitsu, un essor de nouvelles compétitions, dont certains qui proposent même de bonnes sommes en récompense. En fait, il y a 3 grosses organisations, ADCC, ABGGF
et EBI, qui proposent des compétitions avec à la clé ces grosses sommes d'argent. En raison du nombre croissant de pratiquants, le sport évolue. Longtemps, on s'est demandé comment rendre la chose plus intéressante, dynamique. Là, des organisations comme EBI renouvellent le sport, donnent de la fraîcheur avec des règles qui favorisent l'action. Par exemple, en temps additionnel, les compétiteurs sont donnés des positions très avantageuses à tour de rôle, ce qui permet de favoriser la soumission. Franchement, ces derniers temps, tous les sports de combat prennent en ampleur et le paysage se développe, avec à l'horizon pas mal de possibilités. Diverses philosophies des sports de combat qui s'opposent et se complémentent, ce qui est certainement une bonne chose pour les combattants. S'ils ne vont pas dans la nouvelle organisation de Dana White, le slap fighting, qui pousse l'immoralité des sports de combat à un tout autre niveau en la ramenant à ce qu'il y a de plus débile. Je veux dire, les gens justifient les sports de combat en disant que les combattants choisissent de participer tout en ayant conscience des dangers, mais la connaissance de certains combattants est limitée, devient de toute façon de plus en plus limitée au fur et à mesure des dégâts au cerveau subis, et les dégâts au cerveau encourus par les combattants ont des répercussions sur les autres, ne les mettent pas qu'à mal que. En tout cas, l'évolution permet à des combattants comme Luke Rockhold de se tenter à plusieurs aventures en dehors de l'UFC, de continuer sa carrière qui sinon aurait peut-être bien fini de manière prématurée. Des personnes comme Darren Till, bon combattant mais qui n'a pas trouvé le succès espéré dans l'UFC, même si je relativiserai quand même tout ça en tenant compte des personnes contre qui il s'est battu, peuvent signer des combats lucratifs contre des Tommy Fury, même si pour le coup ce dernier s'est retiré du match. Et les fans ne peuvent pas se plaindre non plus. Idéal d'avoir réuni sous une même institution MMA tous les meilleurs combattants, de manière à faire les meilleurs combats et éviter de rester sur ce qui aurait pu être, quand la variété des sports et organisations permet de se focaliser sur ce qu'ils veulent. Une chose qui est dommage, c'est que la philosophie de Dana White vis-à-vis de la paye des combattants n'a pas évolué avec le temps. Responsable en grosse part de la réussite de l'UFC, les combattants lui doivent beaucoup, mais ils lui doivent aussi des salaires pas forcément adéquats avec les standings actuels d'une compagnie comme l'UFC, surtout lorsqu'on parle de ce qui est contrat pour le combattant moyen, quoi. Les grosses stars, si elles pourraient être payées davantage, ont quand même de gros salaires déjà, mais pour les combattants en bas de carte, c'est plus difficile. Les syndicats dans l'UFC n'ont jamais marché, même s'il y a quelques démarches légales en cours qui pourraient aboutir, mais seulement dans une dizaine d'années. Et on peut espérer que les nouvelles organisations, par le biais de la concurrence, fassent un minimum pression sur l'UFC de manière à augmenter les salaires. On peut espérer que John Jones, Thomas Spinal mettent pression sur l'UFC de manière à créer un précédent financier, même si Dana White ne veut vraiment pas cela. Mais bon, les pays arabes essayent d'expandre leur marché divertissement pour acheter leur image et ne pas dépendre uniquement de l'argent pétrolier, ce qui a permis des combats inattendus. C'est quand même grâce à ceux associés avec l'UFC que ce dernier était le seul sport opérationnel pendant la période Covid avec Fight Island. Il y a même maintenant cette famille super riche en Inde qui envisage de financer un match entre Conor et un des frères Paul. Et d'autres grosses plateformes risquent de se mettre à la diffusion des sports de combat, notamment Netflix. Même si le combat entre Mike Tyson et Jake Paul buguait, c'était un témoignage justement aussi du nombre de vues comptabilisé à genre 170 millions, et c'était une première préparation justement pour ce qui est diffusion de sport en live sur Netflix qui accueille maintenant des matchs de NFL et tout. On peut dire ce qu'on veut du combat, mais en vue du succès, l'UFC considéreront certainement leur option, et le résultat pourrait être qu'ils cassent sévèrement le modèle archaïque de pay-per-view. The UFC's upcoming rights deal, their TV rights deal, to be specific, here in the United States, because this is going to generate billions of dollars for the UFC. And there is a strong case to be made that of the major sporting organizations out there here in North America, it's the last big rights deal left. If I can look into my crystal ball, I think they remain with ESPN. I could see a world where it's the 13 pay-per-views are ESPN, and then maybe it's like, 15 to an Amazon and 15 to an ESPN, or 15 to an Amazon and 15 to a WBD, God knows who, 15 to a Netflix, 10 to a Netflix, who knows. Si j'étais l'UFC, je chercherais à tout prix à collaborer avec Netflix, voire seulement en contrat pour leur Fight Night actuellement diffusé sur ESPN, et garder leur pay-per-view outre mesure, parce que se faire concurrencer par Netflix ferait mal. S'ils collaborent avec une organisation autre, elle prendrait un volume de marché rapidement. Je pense que tout le monde y trouverait son bonheur, sinon quoi, l'UFC risque d'être le plus malheureux des deux. L'UFC a encore le monopole, mais en se construisant, en se développant, elle développe l'entièreté du sport. Des arènes de plus en plus spectaculaires pour accueillir des combats de plus en plus visionnés par des combattants de plus en plus internationaux, parfois produits par les nouveaux moyens de recrutement de l'UFC, parfois par des organisations en dehors, et les sports de combat semblent mieux se porter que jamais.